Au-delà de l'urgence sanitaire et économique, la crise que nous vivons porte en elle des conséquences sociales inattendues. Les confinements successifs peuvent en effet être synonymes d'isolement accru pour certaines populations déjà fragilisées ou discriminées. Alors, comment identifier les situations problématiques et quelles solutions y apporter aujourd'hui et demain? Pour en parler, je remercie Joanne Caviro, qui est président de l'association FLAG, et Lisa Plintel, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes au sein du groupe EGEL. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Joanne, les associations de défense des droits des personnes LGBT+, dont FLAG fait partie, ont constaté une hausse des discriminations et des violences pendant les 2 confinements. Comment expliquez-vous cette évolution ? Cette évolution s'explique par la difficulté du confinement où finalement les victimes vont être enfermées chez elles. Et sur cette thématique liée au LGBT, la difficulté est de pouvoir s'assumer et de le vivre librement au sein de sa famille. Et c'est vrai que lors du confinement, on a pu constater que les enfants, en particulier les jeunes, les ados, du coup n'avaient plus cette soupape de sécurité où ils pouvaient finalement téléphoner à leurs petites amies ou leurs petites amies librement quand ils sont à l'école, quand ils sont dans la rue, quand ils vont au sport, qui peuvent plus échanger avec leurs amis sur ces sujets-là, qui peuvent plus regarder tranquillement une série Netflix sur cette thématique. Et du coup, ils se retrouvaient un peu au milieu des familles, avec peut-être des parents, et très certainement des parents non tolérants sur ce sujet-là. Et donc, ces jeunes-là se retrouvaient du coup isolés, identifiés par leurs parents comme étant de la communauté LGBT. Et particulièrement, les parents qui sont homophobes, qui ne tolèrent pas, ont du coup eu des violences particulières sur ces enfants. L'association Le Refuge a mis en hébergement d'urgence davantage de jeunes pendant cette période-là. On a pu également constater au niveau de FLAG, via les services de police et de gendarmerie, une augmentation des signalements dans le voisinage, autour des voisins, parce que là aussi, le vivre ensemble dans le voisinage, comme on a un peu que ça à faire la journée, on regarde ce qui se passe aussi un petit peu plus chez les autres, on identifie peut-être un peu plus ses voisins et leurs particularités, et du coup, on a eu cette augmentation de violence vraiment dans l'entourage provoquée par le confinement. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement quelle est votre association exactement ? Oui. Alors, l'association FLAG a été créée en 2001, initialement au ministère de l'Intérieur, pour lutter contre les discriminations LGBT au sein de la police nationale. Puis on a très vite été rejoint en 2002 par la gendarmerie nationale, et enfin on s'est étendu en 2007 sur l'ensemble du ministère de l'Intérieur. Et plus récemment, en 2018, on s'est étendu sur l'ensemble du ministère de la Justice pour avoir une vraie cohérence dans l'accompagnement pénal des victimes, prise en charge police-gendarmerie, puis prise en compte par le parquet et poursuite, et ensuite les magistrats du siège. Et donc FLAG a finalement ces 2 missions. 1, travailler sur des politiques non discriminatoires en interne, la prise en compte des discriminations, la prise en compte des personnes transgenres dans le processus administratif, avec la particularité de nos métiers en tenue, où il faut peut-être parfois adapter l'équipement, adapter le gilet pare-balles en fonction de l'avancée de la transition de genre de l'agent. Et puis on a aussi toute cette partie grand public, où les victimes ont soit mal reçu par les services de police et de gendarmerie, ce qui peut arriver. On a malheureusement quelques agents chez nous qui ne sont pas toujours très futés, mais la grande majorité fait bien son travail. Et pour autant, on a sur BFM, par exemple, ou CNews, toutes ces grandes chaînes-là, en boucle le fait que les policiers, les gendarmes sont tous des violents, des sexistes, des racistes. Et finalement, ce public victime a peur ou appréhende, par préjugé, d'aller pousser la porte de nos unités. Et donc là, le rôle de FLAG, c'est de mettre en lien les victimes avec nos services pour la prise en charge de ces personnes-là et reconnaître leur statut de victime. Merci Joanne. Lisa, comme l'a soulevé Joanne, donc le confinement peut être synonyme d'isolement pour les victimes face aux violences à l'intérieur des cercles familiaux. À ce titre, sur la période avril-mai, les violences conjugales à l'encontre des femmes ont été 5 fois plus nombreuses qu'en temps normal. Au-delà des violences, le confinement a mis en lumière la persistance des inégalités au sein des foyers, notamment dans le partage des charges domestiques. Quel constat global dressez-vous sur la situation à ce jour ? Oui, alors bonjour à tous et toutes et merci beaucoup de m'inviter à cette matinale. En effet, donc l'un des premiers constats, ça a vraiment été l'augmentation des violences au sein des foyers qui ont concerné les femmes et les enfants, soit comme victimes, soit comme co-victimes. Et on a eu là, pour ce 2e confinement, une augmentation 20% en plus de signalements sur ces situations-là. Et en fait, ce qui s'est produit en effet, c'est que les politiques de confinement n'ont pas suffisamment anticipé le fait que le foyer n'est pas forcément un lieu qui est sain pour l'ensemble de la population.
Je rappelle que c'est une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales aujourd'hui en France et qu'on sait que dans la plupart des cas de viol, dans 8 à 9 cas sur 10, la femme connaît son agresseur. Donc en fait, les violences à l'encontre des femmes, elles existent dans la sphère de l'intimité, dans la sphère qui est perçue à l'extérieur comme une sphère de confort. Et en fait, qui n'est pas forcément une sphère de confort. Donc ce qu'on a vu, c'est que, il y a eu tout un tas quand même de ont été mises en place pour répondre à ces problématiques-là, notamment le développement de spots télé sur le sujet, le fait aussi que les pharmacies deviennent des points relais pour accompagner les femmes. Donc ça, c'est vraiment le premier constat qu'on fait, c'est l'augmentation des violences et donc la nécessité de renforcer les mesures sur le sujet. Et puis l'autre constat, c'est en effet un constat. Alors, on parlait avant le confinement, on parlait beaucoup pour les femmes, on disait les femmes ont une double journée, c'est-à-dire celle du travail et celle des tâches domestiques et parentales. Là, le discours qu'on a entendu pendant le confinement, c'est de dire maintenant on est passé de la double journée à la triple journée pour les femmes, d'avoir à la fois du coup le travail en télétravail, les charges domestiques et le suivi scolaire, les charges parentales, avec donc ces charges-là qui ont augmenté, par exemple avec la fermeture des cantines, du coup les charges domestiques ont été encore plus importantes et ont souvent incombé davantage aux femmes. Et lors de ce deuxième confinement, maintenant on a tendance à parler aussi d'une quadruple journée, avec une charge qui serait plutôt de l'ordre d'une charge psychologique, puisque je vous rappelle, c'est parmi les personnes qu'on appelle les aidants. Les femmes représentent 66% de ces personnes-là et 72% quand on est face à des situations vraiment où des personnes sont très dépendantes. Donc les femmes ont un rôle privilégié là-dedans et avec cette crise, et on voit avec l'augmentation l'impact au niveau psychologique, les femmes ont été aussi en première ligne en tant que soutien du conjoint, soutien des enfants, soutien des parents, soutien des frères et sœurs, etc. Donc là, c'est vraiment l'idée de passer de la double journée à la triple journée, puis à la quadruple journée. Et ça a un impact direct en termes de charge mentale, en termes de surcharge et en termes aussi de sentiment de culpabilité, je pense, qui a été assez fort pour certaines femmes au cours de la crise, qui en fait se sont senties pas efficaces, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan privé, parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de temps, suffisamment d'énergie à consacrer à tout. Et en plus de ça, ce qu'on remarque aussi sur la crise, c'est que donc, les premiers chiffres montrent que les personnes, les morts du Covid sont principalement, il y a un petit peu plus d'hommes, donc on voit que c'est plutôt les hommes qui sont les premiers touchés mortellement par cette crise sanitaire. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la réaffection des priorités et des ressources, elle a eu un impact sur la santé des femmes et on l'a ressenti très clairement au moment du premier confinement, avec une saturation des services de recours pour les recours à l'avortement. Et puis, enfin, je terminerai aussi pour un peu plus globalement en disant que, encore une fois, et du coup, là, l'économie sociale et solidaire est au cœur de tout ça. Les métiers qui ont été les premiers touchés par la crise, qui ont été les premiers métiers vraiment en première ligne pour répondre à cette crise, ont été les métiers sanitaires et sociaux dans lesquels les femmes sont majoritaires, tous les métiers associatifs dans lesquels les femmes sont majoritaires, et qu'on a aussi eu des femmes qui ont été les premières touchées, les premières impactées par la crise économique qui s'en est suivie, puisque, je rappelle, c'est 24% d'écart en moyenne de salaire entre femmes et hommes, donc les femmes ayant des plus petits salaires et étant davantage concentrées sur des postes à temps partiel et en CDD, elles ont eu le chômage partiel a été davantage dommageable pour elles. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'au final, on se retrouve avec des femmes qui ont été les premières victimes, les premières cibles de tous les effets collatéraux de la crise, et qu'en même temps, elles sont aussi au centre des réponses et qu'elles ont été parmi les premières actrices de la solidarité, du soin, de l'accompagnement. Et donc, c'est un petit peu ça, on va dire, le paradoxe avec cette crise actuelle. Merci Lisa.
Joanne, en avril dernier, vous avez lancé une application mobile de signalement des actes anti-LGBT, financée en partie par le gouvernement et marrainée par Marlène Schiappa. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette application et dans quelle mesure permet-elle de faire face plus efficacement aux discriminations dont les personnes LGBT sont victimes? Comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a vraiment une appréhension des victimes à parler de ce sujet qui touche particulièrement à l'intime, un peu plus que ne peut toucher le racisme ou l'antisémitisme, par exemple. Les questions LGBT sont plus tabous encore aujourd'hui chez les victimes, et l'image que renvoient les médias des services de police font que les victimes ont une appréhension pour aller évoquer avec elles ce sujet-là. L'Office national de la délinquance et de la répression pénale, dans son enquête de 2019, a évalué à seulement 4% les victimes d'injures qui déposent plainte et moins de 20% les victimes de violences qui déposent plainte. Donc finalement, les politiques publiques de l'État se basent sur 96% d'ignorance pour les injures et plus de 80% d'ignorance sur les violences. Et donc il est compliqué d'identifier les vrais phénomènes de violence et où sont les victimes. Et donc pour cela, on a lancé une application mobile qui permet à toute personne, qu'elle soit victime ou témoin, de signaler sur le territoire national, y compris les Outre-mer, tout acte de LGBT-phobie, que ce soit des injures, des menaces, de la violence, des tags, y compris des violences conjugales au sein des couples LGBT. Et on a également intégré la sérophobie. Le but est vraiment de pouvoir libérer la parole, permettre à toutes ces personnes de pouvoir s'exprimer librement. Pendant le phénomène MeToo qui est arrivé des États-Unis, les femmes ont beaucoup plus pu prendre la parole publiquement parce qu'elles avaient un soutien médiatique, un soutien politique, un soutien de leurs fans. Et c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde qui est à l'école, qui est au travail ou qui est dans sa famille et qui est victime, il n'a pas tout ce soutien-là. Et à un moment, il faut pouvoir lui donner la parole et l'identifier. Et l'avantage de cette application, c'est qu'elle est anonyme, donc chacun peut sans difficulté pouvoir indiquer ce qu'il subit. Et le gros avantage, c'est qu'à l'issue du signalement, on va pouvoir l'orienter vers les bons interlocuteurs qui suivent ce signalement. Si par exemple on est sur des violences conjugales, on l'orientera vers arrêtonslesviolences.gouv.fr. Si c'est sur un jeune majeur qui est victime de violences familiales, on l'orientera vers le refuge. Si c'est un refus de droit ou une discrimination, on l'orientera vers les défenseurs de droit. Et le but est vraiment que l'application Flag, qui porte le même nom que l'association, soit là. C'est vraiment permettre à tout le monde de connaître les dispositifs qui lui sont proposés, en particulier le tissu associatif, pour pouvoir récupérer cette main tendue. À la base, et avec l'ensemble de ces signalements, on va pouvoir établir avec un comité scientifique que l'on est en train de mettre en place, avec la DILCRA, avec la Défenseur des droits, avec le service statistique du ministère de l'Intérieur, avec les services européens qui travaillent sur ces questions de discrimination. On va vraiment pouvoir établir une cartographie avec une vraie étude sociologique basée sur des scientifiques sur où sont les LGBT-phobies en France. Elles sont plus en ville, en zone rurale, plus chez des cadres, des jeunes, dans les familles, dans les activités périscolaires, et les localiser. Ce qui permettra ensuite au pouvoir public de faire un peu, pour reprendre un peu un jargon militaire, de la frappe chirurgicale. Un lieu, un phénomène, un type de victime, une solution. Un autre lieu, un autre type de solution. De façon à éviter ces grandes politiques publiques très généralistes qui finalement, en voulant s'adresser à tout le monde, s'adressent à personne, et vraiment permettre aux acteurs locaux, que ce soit les services de l'État, que ce soit les élus locaux ou les associations locales, d'adapter leurs dispositifs et leurs actions pour répondre au plus près des besoins des victimes en fonction des typologies de violences réparties sur le territoire. Merci Joanne. Lisa, une étude menée en juillet par l'Institut national d'études démographiques montre que pendant le télétravail de printemps, 29% des femmes cadres seulement disposaient d'une pièce spécifique dévolue au travail contre 47% des hommes cadres. Selon vous, quel effet sur le long terme vont avoir les confinements successifs sur la carrière des femmes et quels seront les défis à relever, notamment pour les entreprises, afin de lutter contre une aggravation des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes? Alors, il y a différents effets. Il va y avoir un risque de décrochage qui va être au niveau professionnel, qui va être soit immédiat, soit moyen, soit voire même à plus long terme. C'est compliqué parce qu'on est en plein dans la crise, donc des fois on n'a pas suffisamment de recul, mais il y a des choses qu'on peut déjà un petit peu pressentir. Alors déjà, un phénomène de décrochage immédiat pour certaines femmes qui se retrouvent dans des situations
de burn-out, de malaise psychologique, et donc pour certaines qui n'ont pas pu reprendre le travail parce qu'elles étaient tout simplement épuisées par le premier confinement. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas pu reprendre le travail parce que déjà, elles n'étaient pas en mesure de le faire. Ensuite, des femmes qui n'ont pas pu reprendre le travail parce que en lien avec en fait la distribution parentale qui s'est faite au moment du premier confinement. Au moment du premier confinement, on remarque qu'il y a plus de femmes qui se sont arrêtées pour s'occuper des enfants. Et ça, en fait, cette réalité, elle s'explique par des calculs finalement très pratico-pratiques et économiques, puisque en fait, ce qu'on remarque, c'est que, donc je disais, il y a 24% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et en général, quand il s'agit du coup de faire un calcul de qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper des charges parentales qui existent, on va plutôt regarder du côté du salaire qui est le moins fort. Et donc, là, il y a un rapport de force économique qui a joué en défaveur des femmes dans la plupart des couples. Et donc, ce qui s'est passé, je pense notamment à des jeunes mères qui avaient repris le travail, qui se sont arrêtées à nouveau pour le confinement, qui n'ont pas repris le travail parce que elles se sont en fait finalement laissées prendre par la facilité d'organisation, ce rapport ce rapport économique qui s'est installé dans le couple, ou alors aussi l'habitude de la situation. Donc là, c'est un impact vraiment immédiat. Et après, ce qu'on remarque également, c'est que il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont perdu en responsabilité suite à ce premier confinement, et là suivi par les effets aussi du deuxième confinement. Ce qu'on remarque, c'est que le travail s'est en fait poursuivi sans elles dans certaines entreprises, avec comme elles n'ont pas forcément pu participer à toutes les réunions, elles n'ont pas pu forcément être aussi disponibles, aussi présentes que leurs collègues masculins. Elles ont vu certains dossiers donnés à d'autres personnes, elles se sont vues rétrograder sur certaines missions. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le travail en ligne, il a tendance à renforcer toute la dimension informelle. C'est-à-dire que là, on se retrouve quelquefois avec des réunions auxquelles on n'est pas forcément invité, on n'a pas forcément toutes les informations sur qui participe à quel dossier, et donc tout le côté informel qui était déjà présent dans le monde professionnel et qui desservait déjà plutôt souvent des femmes, c'est vraiment des choses qui ont été accentuées avec la crise, et donc en général par rapport à ces problématiques-là, par rapport à l'augmentation de l'informel au travail, les femmes sont assez perdantes. Et puis, autre élément aussi qu'on voit, autre impact qu'on voit direct, c'est en lien aussi avec le travail en ligne, le travail à distance, l'augmentation d'une certaine forme de violence, puisque on est aussi dans des organisations là où on est parfois assez isolé, on est seul chez soi, et il y a l'écran qui fait barrière, et donc du coup ce contexte-là a pu renforcer des formes d'impunité pour certaines personnes qui sont des personnes qui harcèlent moralement ou sexuellement, et ces violences-là, les violences en ligne et les violences qu'on peut considérer comme cachées au sein du travail, elles ont eu tendance à augmenter. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé avec la crise, c'est que les problématiques qui étaient déjà existantes, elles ont été vraiment exacerbées par la crise, et du coup, les entreprises, là, elles ont plusieurs enjeux auxquels elles doivent répondre. Donc ces différents éléments, vraiment mettre sur la table la question de la qualité de vie au travail, la question des risques psychosociaux, la question du bien-être au travail, en prenant compte que du coup, pour la plupart des gens, le travail a évolué. On a nos modes de travail, notre rapport au travail a évolué. Et donc ça, je pense qu'il y a vraiment à mettre en place des vrais débats là-dessus au sein des structures. Le fait aussi de travailler davantage sur l'articulation des temps de vie et de renforcer la flexibilité. Alors, je ne dis pas forcément renforcer le télétravail, puisque le télétravail, on sait que ça peut avoir aussi un impact pas forcément positif pour les femmes. Donc, c'est comment est-ce que quand il y a des politiques de télétravail, le manager fait en sorte d'être sûr que la personne qui est en télétravail est dans de bonnes conditions,
qu'elle n'a pas d'autres charges parentales, domestiques à suivre, et le fait aussi, du coup, d'être plus, je pense, plutôt sur une flexibilité horaire plutôt que vraiment une politique de télétravail. Nous, c'est ce qu'on conseille. Et puis enfin, pour répondre à tout ce que je disais avant sur le côté informel, sur vraiment les modes d'organisation et de communication informelle qui se sont développés, pour ça, je pense que c'est une vigilance à avoir du point de vue des managers de vraiment dédoubler en fait la communication. Je pense que le travail en ligne, il demande ça, et c'est nécessaire maintenant de communiquer sur toutes les réunions, de communiquer sur tous les dossiers qui sont distribués, d'être encore plus en transparence sur la distribution, sur l'organisation du travail, pour éviter que certaines répartitions de tâches se fassent au détriment des femmes. Et puis, dernière chose, comme on l'a vu, c'est donc l'augmentation des violences au travail, mais aussi l'augmentation des violences conjugales. Et là-dessus, les entreprises peuvent aussi avoir un rôle à jouer, puisque le travail, c'est quand même un des lieux dans lesquels on passe le plus de temps actuellement dans notre société. Et c'est un lieu qui peut être un lieu de solidarité, un lieu d'amitié. Et là, entre collègues, on a tous et toutes un rôle à jouer finalement de vigilance, à prendre soin des autres collègues, à être vigilant aux signaux, de voir si un ou une collègue a l'air en situation de souffrance, en situation de menace ou autre. Et il y a bien sûr aussi un rôle de l'employeur, de protection, de diffusion d'informations sur ce que c'est que les violences conjugales. Et là-dessus, je vais faire référence à la fondation FACE, la fondation Agir contre l'exclusion, qui travaille spécifiquement sur le sujet. C'est un projet qui s'appelle le projet CISE, qui est un projet qui est actuellement mené plutôt avec des grandes entreprises du CAC 40, mais je pense que ce serait aussi intéressant que justement d'autres entreprises, et notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire, puissent s'ouvrir à ce genre de sujet, puisque en effet, l'entreprise finalement peut être un vrai relais en termes de détection, d'accompagnement et d'orientation des femmes qui sont victimes de violences dans leur couple. Merci beaucoup, Lisa. Merci, Joanne. Nous avons quelques minutes pour peut-être interagir si vous avez des questions ou vous voulez rebondir sur les propos des intervenants. Il y a une question dans le fil de discussion concernant l'application que vous avez évoquée, Monsieur Caviro. Oui, du coup, j'ai répondu pendant l'intervention. C'est l'application Flag. Elle porte le nom de l'association et elle est disponible sur Android, sur iPhone et également en mode en ligne, directement sur le site de Flag où on peut faire un signalement via le formulaire web. Donc vraiment accessible de partout, depuis un ordinateur finalement et depuis un téléphone portable Android ou iPhone. Et demain, si tout va bien, depuis les intranets d'entreprise, puisqu'on est en discussion avec Amélie de Montchalin pour que sur l'ensemble des intranets de la fonction publique d'État, la partie web soit en ligne, encore une fois, pour favoriser la libération de la parole, y compris dans le monde de l'entreprise, parce que c'est compliqué, et en plus avec la crise économique qui arrive, de signaler finalement un manager qui peut être discriminant, qui peut être homophobe, par peur de perdre son emploi, on va préférer se taire. Et donc pouvoir signaler anonymement pour que les services RH soient conscients qu'il y a un problème d'homophobie dans le service sans cibler une personne en particulier, leur permettra de réagir, de traiter le phénomène sans pointer du doigt ni une personne en particulier côté auteur ou côté victime. Et à ce jour, vous avez quelques chiffres, Joanne, à nous donner sur l'application? Oui, alors on a 3000 téléchargements pour une application qui n'est pas commerciale et qui est sortie en plein confinement, c'est déjà pas mal. Et on a 1300 signalements qui nous sont déjà remontés depuis début mai. Donc ça monte, voilà, 1300 signalements en seulement quelques mois, alors qu'on a 1800 et quelques plaintes au niveau national. 1870 plaintes en 2019 avec une augmentation de 30% par an. Voilà, on est à raccord et on voit bien qu'il y a un réel besoin de pouvoir parler de la part des victimes que les services publics ignorent. J'ai également une question pour vous, Monsieur Caviro. Est-ce que depuis que vous menez les actions de Flag, vous avez senti une libération de la parole dans le monde de la police ou de la gendarmerie par rapport aux questions LGBT? Est-ce que vous sentez qu'il y a une facilité, une plus grande facilité à parler de ces questions-là dans des mondes qui sont vus un peu comme macho et un peu pas forcément ouverts tout le temps?
On a commencé à ressentir cette libération de la parole déjà au niveau des sphères hiérarchiques, des CICRH, où maintenant cette problématique est complètement prise en compte. Les mises en place des lignes d'écoute ont beaucoup aidé. On a obtenu en 2019 un texte officiel sur la prise en compte des agents trans et leur accompagnement administratif, où là, pour une fois, l'État, en tout cas l'administration, respecte le temps de l'agent indépendamment des cases dans lesquelles on doit rentrer, parce qu'on aime bien dans l'administration que chaque personne rentre dans une case précise, prédéfinie dans les formulaires. Et là, sur la prise en compte de ces personnes-là, ils acceptent de s'adapter à l'agent et de ne pas s'adapter aux cases des formulaires administratifs, de façon à vraiment accompagner l'agent dans sa démarche et sa temporalité, plutôt que d'imposer un rythme à l'agent qui ne correspond pas forcément à sa volonté. On a encore, par endroit, et cette crainte, un des exemples, c'est qu'on a des bénévoles, en particulier des bénévoles gendarmes, qui demandent d'avoir un pseudo dans leur adresse mail Flagasso, parce qu'ils ne se sentent pas encore libres de pouvoir être bénévoles à FLAG sous leur vraie identité, par peur d'être repérés, par peur d'identifier. Alors, c'est beaucoup de préjugés peut-être aussi là-dessus, hein, parce que pour moi-même évoluer au sein du ministère de l'Intérieur, on peut être LGBT et bien le vivre et sans difficulté, mais il y a encore cette appréhension. Et il faudrait que les administrations, et ça, c'est ce qu'on travaille avec elles, communiquent davantage, que ce soit sur le 17 mai, sur la journée mondiale contre l'homophobie, que ce soit sur l'application FLAG qui va s'étendre sur les intranets, montrer finalement que l'administration prend en compte le sujet, qu'on peut être présent à l'administration sans risque, et au contraire que l'administration est là pour protéger les personnes LGBT comme elle protège les femmes du sexisme, quand elle protège les personnes du racisme ou de l'antisémitisme, et que ce n'est pas un tabou dans l'administration, et que s'il y a vraiment des actes homophobes ou de la discrimination, l'administration est là pour accompagner l'agent et absolument pas pour couvrir les auteurs. Merci Joanne. Pour conclure, je vais laisser la parole au premier vice-président. Général, la parole est à vous. Oui, merci Willis. Écoutez, voilà, nous concluons notre petit cycle de webinaires. Alors que nous étions confinés, les webinaires de ce mois de novembre ont été l'occasion de nous rappeler que dans les moments de doute, le partage et l'écoute sont des moteurs puissants, en tout cas je l'espère, et puis j'espère que vous avez apprécié ce format. Face à cette crise, nous ne sommes pas seuls finalement, on le montre, vous le montrez, il existe des collectifs aux valeurs que l'on partage qui relèvent de nouveaux défis au sein même des organisations qui s'engagent auprès des plus fragiles, font émerger de nouvelles initiatives solidaires et enfin qui réfléchissent à comment participer à la construction d'une société plus inclusive. Je crois qu'on l'a clairement vu ce matin. Ces collectifs dont nous faisons tous partie représentent, j'en suis convaincu, une de nos plus grandes forces. Encore une fois, je souhaite remercier tous les intervenants et les participants des webinaires. Je vous dis à bientôt pour poursuivre nos réflexions communes lors des prochaines matinales de l'engagement, car on ne les arrête pas. À très bientôt à toutes et tous. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt encore. Bonne fin de journée.